Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RP Media. Donc en collaboration avec Def News, nous faisons aujourd'hui un plateau spécial Côte d'Ivoire pour parler du cas des prisonniers, que ce soit politique ou pas en Côte d'Ivoire, et de la réconciliation nationale dans ce pays-là. Jonas Loubao, Ahmed Fof et Zab Krasso. Donc nous allons les laisser se présenter eux-mêmes, parce qu'on est toujours mieux présenté que par soi-même. Et on va commencer par Jonas. Je suis Jonas Loubao, porte-parole du NPR, nouveau parti pour l'Assemblement dont le président est Blaise Pascal Loubao, parti qui est né en novembre 2008 et qui appartient à l'opposition ivoirienne. Très bien. Ahmed Fof. Et je suis Ahmed Fof, représentant du RDF parti au pouvoir. Zab Krasso. Je suis Zab Krasso, représentant du COGEM, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dont le président Charles Béoudé est actuellement à l'AE. Très bien, donc le décor est planté, on va partir. Mais avant, je tiens à rappeler, comme je le fais chaque fois, aujourd'hui nous avons deux nouvelles personnes donc, qui sont Jonas et Zab Krasso. Ahmed Fof, c'est un habitué, donc j'ai l'habitude de dire ici que tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire en termes de thématiques soulève des passions. Nous ne sommes pas là pour se tirer dessus, nous sommes là pour faire avancer les choses, pour placer les idées. Et donc à ce titre, j'ose espérer que ce débat sera fait dans un esprit sain et dans un esprit démocratique. Donc je compte sur vous pour ça. Sinon votre image va en pâtir parce qu'il y a des milliers de gens qui nous regarderont. Et donc, il faut dire que depuis que le président Alassane Ouattara a accédé à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, il s'écrit un peu partout que les prisons ivoiriennes sont remplies de personnes qui n'ont pas lieu d'être ou des personnes qui mériteraient d'avoir un procès mais qui n'ont pas. Et donc nous allons tenter de comprendre déjà la nature de ces prisonniers, si ce sont des prisonniers politiques ou des prisonniers de droit commun, qu'est-ce qu'ils font en prison, depuis combien de temps ils sont en prison et pourquoi il n'y a pas de procès et pourquoi ils y sont. Et donc pour commencer, on va donner la parole aux deux personnes qui ne représentent pas le pouvoir, parce que ce sont ces deux personnes-là qui ont des choses à charge contre le pouvoir, représentées ici par Ahmed Fof. On va commencer par notre invité Zab Krasso. Merci bien, merci de nous avoir invités. Nous voulions vous envoyer tous nos encouragements. Je pense que ça participe au développement de l'Afrique que des Jeux africains, avec les petits moyens, essayer de faire passer la voix des sans-voix que nous sommes ici en Europe. C'est pour ça que je vous félicite et je vous encourage. Je voudrais donc à cet instant avoir une pensée pour les morts de la crise post-électorale et de toutes les crises qui ont émaillé le parcours politique, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, et avoir aussi une pensée pour ceux qui sont évidemment en prison, les prisonniers politiques, pour ceux qui sont en exil, de toute la Côte d'Ivoire qui souffre, et ceux qui sont à La Haye, je pense au président Laurent Gbagbo, au ministre Charles Béoudé, à la première dame Simone Gbagbo qui est en jugement en ce moment. Donc, comme vous l'avez si bien dit, monsieur, la raison pour laquelle nous sommes là tient à ce thème des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Le mot est déjà tout trouvé. Il y a donc des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire suite à une crise post-électorale, des élections qui se sont passées et qui donc naturellement a vu des contestations comme cela arrive dans n'importe quelle expression démocratique qui, à travers cette élection, s'est exprimée. On regrette qu'il y ait des prisonniers et que ces prisonniers-là soient tenus en prison depuis 3 ans. Justement, les prisonniers dont on parle aujourd'hui, quelle est la nature de ces prisonniers? Ils sont prisonniers politiques, vous-même vous l'avez dit. Je n'ai pas dit que c'était des prisonniers politiques, j'ai dit qu'il y a des prisonniers politiques, il y a d'autres prisonniers, et en fait, quand on parle de ces prisonniers, on parle de façon cosmopolite de tout le monde. Quelle est la nature de ces prisonniers? Parce que j'ai vu des jeunes qui n'ont pas l'âge d'être des militants dans des partis, j'ai vu, c'est assez hétérogène. Et justement, vous faites bien de le souligner, mais ce qui nous intéresse en ce cas précis, c'est dire
il y a des prisonniers de droit commun qui régissent dans toutes les prisons comme dans tout le monde entier. Ceux-là, pour des raisons évidentes, sont à juger. Ça, c'est clair. Mais pour ce qui nous concerne, il y a des prisonniers politiques et pour la plupart, évidemment, on va dire pour la grande majorité, sont en prison et sans aucun chef d'inculpation. Et c'est ça qui nous intéresse. En dehors de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, on sait ce qu'il leur est reproché de Simone Gbagbo. Les autres prisonniers politiques, qu'est-ce qu'il leur est reproché aujourd'hui? Et ce sera peut-être au pouvoir de le dire parce que depuis 3 ans, nous ne savons pas des chefs d'inculpation pour lesquels ils sont en prison. Voilà les raisons pour lesquelles, ces derniers temps, il y a des prisonniers qui ont enclenché une grève de la faim pour savoir les raisons pour lesquelles ils sont maintenus depuis 3 ans. Dans n'importe quel pays respectueux des droits de l'homme, la première des choses lorsqu'on vous arrête, c'est de vous signifier au moins les raisons pour lesquelles vous êtes arrêté et vous passez en jugement. Mais dans le cas actuel de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous déplorons. Les prisonniers sont des prisonniers politiques. On nous dit, suite à une élection, enfin, des prisonniers de crise post-électorale, mais nous constatons que ces prisonniers n'ont jamais, on ne leur a jamais signifié les raisons pour lesquelles ils sont arrêtés et encore moins passés en jugement. Donc, très bien, on va revenir en rond. On tourne un peu en rond, mais je veux vous dire que nous sommes aussi, nous nous posons les questions. Donc Jonas, vous qui appartenez à une organisation politique, dites-nous votre analyse aussi de la composition de ces prisonniers-là qui remplissent les prisons en Côte d'Ivoire et qui rentrent aussi dans le processus de réconciliation nationale. Suite au propos de Zad Krasso, j'aimerais ici, saluer la mémoire de tous ceux qui sont décédés en Côte d'Ivoire depuis 2002, depuis le 19 septembre 2002, où la Côte d'Ivoire a été endeuillée, où même le processus démocratique même a été mis à mal par une rébellion armée. Et c'est dans ce processus-là que nous sommes qui a donné lieu au coup d'État le plus long. C'est là que j'aimerais saluer la mémoire d'innocentes personnes, d'innocents gens qui sont morts aveuglement, sauvagement, qui ont été tués. Et de celles-là, on n'en parle pas. On parle des plus connus. Mais le pouvoir Ouattara, aujourd'hui en place, a reçu par un coup d'État à se maintenir au pouvoir et à arriver au pouvoir. Et depuis toujours, c'était la voie empruntée. Et grâce à la force sauvage des armes, le 11 avril 2011, cela est arrivé à la concrétion. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle une justice de vainqueurs qui est en place. Et on sait, il y a un principe qui nous est cher. On dit nul n'a le droit de se rendre justice soi-même. Comprendre un tel précepte, c'est se débarrasser des actions non réfléchies pour les impressions premières. C'est instaurer une espèce de vendetta. Les gens qui sont détenus de toutes sortes, les prisonniers politiques dont on parle. Aujourd'hui, l'ancien ministre Ida Kwasi est détenu. Il a été arrêté. Dogo Raphaël a été arrêté. Celui-là même qui était le ministre des handicapés, le secrétaire d'État des handicapés, le Zimbabwe, il était détenu. Et quand on arrête quelqu'un, la première chose, c'est de lui signifier les raisons pour lesquelles on le détient, on l'arrête. Et de lui permettre aussi de voir un avocat, de lui signifier ses droits, parmi lesquels le droit de se taire, de voir un avocat et un médecin. Mais non, 700 prisonniers politiques croupissent aujourd'hui dans les geôles, dans les goulags. Permettez-moi l'expression. Vous voyez, c'est un peu cela. Donc quand on parle de réconciliation, les déplacés internes, les gens qui ont été spoliés, des gens dont les terres ont été occupés, on n'en parle pas. Le coup d'État permanent est le processus élaboré par le régime RDR pour venir au pouvoir. Et aujourd'hui, qu'ils sont arrivés au pouvoir, on nous parle de réconciliation, qui n'a aucun sens à notre sens. Vous voyez? Mais quand on parle de réconciliation, on ne transfère pas ses fils à l'AE. Vous me comprenez? Et j'ai ici, à ma possession, le mandat d'arrêt, nous allons en venir, qui a été lancé contre Simone Gbagbo. Elle devait être transférée là-bas. Mais pourquoi aujourd'hui elle est jugée en Côte d'Ivoire? Pourquoi Gbagbo est transféré là-bas à l'AE? Elle a été déportée. Dites-nous pourquoi Simone Gbagbo, au lieu d'être à la haie, est jugée en Côte d'Ivoire? Ils vont nous répondre. Ils vont nous répondre, puisque l'accusation est portée sur eux. Vous voyez?
Donc tout cela, c'est faux, c'est du mensonge. Pour revenir au C'est cas un de montage Simone- possible. Pour revenir au cas de Simone Gbagbo, finalement, il y a une majorité des gens qui sont contre le principe de la CPI où on ne juge que les Africains. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la Côte d'Ivoire elle-même décide de juger Simone Gbagbo sur cette terre, c'est une avancée en termes de justice? Est-ce que finalement, elle pourrait être défendue par des avocats qu'elle a choisis sur cette terre? Moi, je dis que je reprends mon propos et je le continue en disant que c'est une justice des vainqueurs qui est aujourd'hui en place en Côte d'Ivoire. Non, mais la question Elle n'a c'est- pas le droit, ce n'est pas une avancée. Ce n'est même pas une avancée en tant que telle. Parce qu'on ne sait pas pourquoi elle a été arrêtée. Est-ce que ces avocats ont pu l'avoir? On ne connaît pas les raisons. Elle est arrêtée parce que celle-là, elle participe, c'est-à-dire à un processus, elle appartenait au pouvoir en place, ancien pouvoir en place, elle est femme du président Gbagbo. Voilà la première raison. Vous voyez? Et on ne sait pas pourquoi on les libère. Et on les arrête et pourquoi on les libère. Mais si quelqu'un a commis des faits, ce sont des délits, des crimes, mais qu'on le juge. Et on ne sert pas des prisonniers comme monnaie d'échange. Oui, mais Jonas, je pense que vous avez une lecture, enfin, elle engage que vous, quand vous dites qu'elle était que la femme du président Gbagbo, elle n'était pas que, elle participait à la vie en Côte d'Ivoire. Je ne rentrerai pas dans les détails de la justice, mais en même temps, quel que soit le pays au monde, quel que soit le pays le plus totalitaire au monde, je termine, Oui. quand on juge quelqu'un, on décide de juger quelqu'un, au moment donné, on lui dit ce qu'on lui reproche, mais dans tous les cas, on va revenir en Ahmed Fof là. Mais quand je dis cela, excusez-moi, je ne vous coupe pas, quand je dis cela, mais qu'ils nous disent aussi pourquoi ils ont arrêté Michel Gbagbo. Qu'ils nous disent cela. On va en revenir, on va en revenir. Ahmed Fof, vous qui êtes là pour défendre aussi, porter la parole du RDR, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, comment vous sentez tout ça, toutes ces accusations sur le régime Ouattara, comment vous le vivez? Tout d'abord, je remercie un peu Média et mon ami Moubagadri de DF News pour cette invitation. Alors, moi, quand j'attends mes amis ici, ce qui me revient à l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir une nouvelle classe de politiciens africains. Ils doivent dépasser même la passion, ils doivent dépasser, des pensées qui sont intérieures et repris dans les chapelles de politique. On doit dépasser ces pratiques-là. Quand quelque chose ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Aujourd'hui, j'attends des gens dire des choses dont ils ignorent. Donc, ce que j'aimerais dire par exemple à mon ami Jonas, c'est qu'il faudrait que les gens apprennent à se familiariser avec le mot prisonnier politique ou démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'émotion. La vie d'une nation sérieuse, d'une nation démocratique, se déroule dans les élections et après les élections. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. On ne peut pas encore rester dans l'émotion. Qui a gagné les élections? On va raconter, non, tout ça c'est fini. On va gagner les élections. On est à une autre étape. On est après les élections. Alors, si vous êtes, tout à l'heure, ils se sont présentés comme parti de l'opposition. Si vous êtes de l'opposition, il faudra nous faire maintenant des propositions pour faire avancer. Et c'est ce que le FP fait à Abidjan. Les frères sont en liberté. Les Pascal, Afin, Guessin et autres sont en liberté, c'est pas mal partout. Ils ont la liberté de jouir. Maintenant, revenons maintenant à ce qu'ils appellent prisonniers politiques. Ils n'ont même pas pu, ici les deux, ils n'ont même pas pu donner la nature des prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas le donner, puisque lui-même, tout de suite, il a parlé de 700 personnes. Tout dernièrement, Michel Nguessan faisait une conférence à parler de 1200 personnes. Et le jeune, Justin Poix, a parlé de 800 personnes. Alors, ils sont combien? Il n'y a même pas de chiffres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Une fois encore, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de le dire, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce que je dis tout le temps, nos frères du FPI, ils sont ignorants 3 fois. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps d'expliquer l'ignorance 3 fois. Puisqu'ils emploient des termes qu'ils ignorent. Ils ignorent, et même qu'ils sont ignorants, des choses qu'ils emploient. Pourquoi? Le terme prisonnier politique, c'est quoi? En parlant des jeunes, notamment des jeunes qui sont à la MACA. Moi, je suis allé rendre visite à ces jeunes à la MACA. Parce que c'est ce que j'ai dit il faut dépasser la passion, il ne faut pas parler pour parler. Moi, nous, on allait rendre visite à ces jeunes à la MACA. Mais c'est des jeunes qui ont arrêtés en fin 2011, 2012, 2013 et en mai 2014 dernièrement. Suite à quoi? Suite à comment on appelle, des attaques armées qu'ils ont fait contre des postes, c'est-à-dire à l'ouest et à Dabou. Et ce qui s'est passé aussi à Abidjan, c'est à la suite de ces gens qui ont été arrêtés.
avec des armes. Maître Fof, on comprend très bien. Donc, en fait, là, vous vous portez en faux contre ce que Zach Crasso et Jonas viennent de dire. C'est-à-dire que les prisons ivoiriennes ne sont pas remplies de prisonniers politiques. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Très bien. On va revenir, tout le monde aura le droit à la parole. On va revenir sur Zach Crasso. Oui. Et donc, les choses présentées comme ça, d'une part, il y a des prisonniers politiques. D'autre part, on nous dit non, ce sont des prisonniers de droit commun. Finalement, il dit aussi que l'opposition devrait faire des propositions pour avancer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui de l'opposition ivoirienne? Très bien. Pour avancer, et répondre au frère Fof, voilà, une seule question. Je ne prends pas votre place, mais pour comprendre. Il nous a tous souligné le fait que nous n'avons pas pu définir la nature des prisonniers en question. Je n'ai pas entendu aussi de sa part quelle est la nature donc des prisonniers. Peut-être que j'ai mal compris la question. Il faudrait qu'il m'éclaire là-dessus pour que je lui donne une réponse assez claire sur ce qu'il vient d'avancer. Je pense qu'il a dit que les prisonniers sont des prisonniers de droit commun. Il y en a qui ont été emprisonnés suite à des braquages. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, d'accord. En ce moment, nous ne parlons pas le même langage, nous ne parlons pas du même sujet. Là, c'est ce que j'ai compris. Oui, voilà. Nous parlons des prisonniers politiques qui, à la suite des élections, ont été arrêtés. Je m'attendais à ce que le frère nous dise, après avoir qualifié ces prisonniers de politiques, ce qui me semblait être le sens de la nature que vous nous demandiez, je m'attendais à ce qu'ils nous disent que ces prisonniers-là, non, sont des prisonniers politiques et qu'on leur a signifié des chefs d'inculpation que vous ignorez. Bon, on va les laisser. Non, j'y arrive, puisqu'il a dit, et après avoir édulcoré ses propos de mots gentils en disant, en nous appelant dans une sorte de conseil fraternel, à ce que nous passons, nous ne soyons plus dans l'émotion et qu'on puisse aller directement à des choses concrètes liées à notre jeunesse. Je comprends cela. C'est un langage politique. Mais en même temps, il rentre dans des injures parce que quand on dit ignorant, ce n'est pas quand même un mot gentil pour ceux qu'on vient de conseiller d'être dépassionnés. Donc, je voudrais lui retourner cela. On va sortir du ping-pong, on va dépassionner. Je suis d'accord, oui. On va dépassionner un peu. On va dépassionner un peu les choses. On va regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, ce débat autour des prisonniers politiques, quand on globalise la chose, est-ce que ça va dans un soutien aux prisonniers Gbagbo Laurent et aux prisonniers Blé? C'est à cela que je voulais répondre. Bon, il fallait que je lui donne ses conseils aussi. Les prisonniers politiques, oui, les prisonniers politiques dont nous parlons, nous attendons. Tout simplement. Voyez-vous, dans notre camp, moi je pense que quand on est investi de la culture politique et démocratique de Laurent Gbagbo, on ne s'invective pas pour rien. Nous disons les choses et nous ne le disons qu'avec les bouches, c'est-à-dire les paroles. Nous disons que les prisonniers politiques, si tant est qu'ils sont coupables de quelque chose, qu'on le laisse le faire, qu'on les juge. Vous voyez? On va sauter ce pas-là. Je reviens vers vous. Ma question, non, on ne va pas revenir sur le passé. Vous pourrez venir sur tous les dimanches. Le passé. Non, je vais faire ma question. Vous n'allez pas répondre comme ça. Je n'ai pas encore fait ma question. Ce que je pense veux que dire, ça nous permettrait de continuer. voilà. Ce que je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, outre le fait que nous sommes tous ici, un peu plus progressistes et que nous soyons contre le principe de la CPI, est-ce que Laurent Gbagbo a sa place devant la justice aujourd'hui pour être jugé de ce qu'on lui reproche dans sa gestion pendant 10 ans de la Côte d'Ivoire? Ouais, je pense qu'on ne va pas revenir sur le passé, mais pour répondre à notre frère. Non, c'est à moi qu'on répond. Oui, c'est à moi à notre frère et continuer, je dirais que les prisonniers politiques essaient de faire des biens en Côte d'Ivoire. Très bien, ça c'est répondu. Maintenant, C'est ma question est Jonas. Et Est-ce que Laurent Gbagbo. Le mandat d'arrêt compte, je dis que je l'exhibe ici comme preuve, le mandat d'arrêt compte. On va la publier. Oui, On va la publier. Et qu'ils me disent un instant, si Nida Kwasi n'est pas un prisonnier politique, qu'ils me disent un instant, qu'ils me confirment cela ici au plateau, sur le plateau, que Dogo Raphaël n'est pas un prisonnier politique. Qui me dit que c'est prisonnier politique s'il n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ouais, je pense qu'il n'a même pas les preuves de ce qu'il est en train de dire. Et concernant votre question,
s'agissant du président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo a été arrêté par une coalition internationale à la solde du pouvoir Ouattara. Aujourd'hui, je dis que l'économie a pris les pas sur le droit de l'homme et le processus démocratique qui était enclenché par le président Gbagbo a été bafoué. Et c'est comme ça que ces forces, cette coalition enclenchée par la France et pilotée par la France de Sarkozy, est venue bombarder et a mis à place ce coup d'État là pour mettre Ouattara au pouvoir. Mais est-ce qu'en parlant du président Gbagbo de la sorte, vous n'êtes pas un peu dans le culte de la personnalité au lieu d'être dans le culte Nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité, puisque lui et moi, nous n'appartenons pas au même parti. Non, nous disons que Gbagbo, il le sait bien. Gbagbo a demandé que Ouattara, de façon exceptionnelle, se présente. Ce que Bédié niait, ce que Bédié refusait. Vous me comprenez? Il a demandé et il a fait en sorte qu'il n'y ait aucun Ivoirien qui soit en exil. Il le sait bien. Ma question c'est, est-ce que cette façon de défendre Gbagbo... Je ne suis pas dans le culte de la personnalité. C'est pas le culte, parce que si vous voulez, Gbagbo c'est pas un saint. Ouattara n'est pas un saint, Bédié n'est pas un saint. On peut dire qu'il n'est pas un saint, mais moi je parle des acquis, je parle des faits qui existent. Je parle de ces faits-là. Je ne vais pas nier que le RDA a été inclus dans le processus démocratique, où Gbagbo, en mettant en place certaines normes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au parti d'opposition, c'est-à-dire les sommes qu'il a été dues, afin de battre campagne contre lui, contre sa personne, pour que le jeu démocratique se passe. Quand vous dites qu'il a donné, c'est pas de l'argent de sa poche. C'est pas l'argent de sa poche. C'est constitutionnel, Zach Crasso. Moi je reviens à vous, hein. Est-ce que cette façon-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied? Vous savez très bien que quand on va à la CPI, c'est pas pour aller faire un match de foot. Oui. À un moment donné, je ne donne pas de leçon, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas avancer, ne pas rester cloîtré? C'est toujours bien de défendre quelqu'un, mais il faut peut-être changer de tactique. Est-ce que vous vous rendez service? Bien entendu, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et la dissocier du cas de Laurent Gbagbo, puisque la personne centrale qui, de par son ouverture démocratique, a permis certaines de ces avancées démocratiques, se trouve être aujourd'hui de façon injuste incarcéré. Pour passer à une autre étape. Et s'il avait été incarcéré en Côte d'Ivoire, est-ce que ça changerait quelque chose? Ça ne changerait rien parce que nous disons qu'il ne fallait pas arriver à cela. Nous sommes dans un cas où, en Afrique, où il y a eu certaines choses qui sont passées. C'est clair que la politique génère des passions. Mais quand on est investi d'une culture comme celle que nous avons vécue, nos parents ont vécu avec Félix Houphouët-Boigny, je rappelle pour l'histoire, et j'aimerais qu'on soit clair là-dessus, que Félix Houphouët-Boigny n'a pas été qu'une personne seigneuriale qui a fait de bonnes choses. Houphouët-Boigny, je vais vous dire un seul exemple qui me vient en tête à l'instant. En 1970, a envoyé une armée dans une région qu'on appelle Gagnois, où il y a eu près de 6 000 morts, selon même leur propre dépense. Les Niagoué-Karagoué. Voilà, dans le canton de Bié, mais c'était dans le Gagnois. Bon, on ne va pas canaliser. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin? J'étais très jeune, donc je n'ai pas vécu l'histoire, mais ça se raconte. Et à la fin de cette guerre, Houphouët-Boigny a envoyé une armée de gens pour reconstruire cette région qui a été détruite par la guerre. Après, il a nommé de jeunes cadres de ces régions. Il a fait en sorte que ces meurtrissures, sinon ces réactions incontrôlées de sa part, puissent être aplanés. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir et il voit que Alassane Ouattara est l'objet d'attaque pendant une dizaine d'années. Il permet certaines ouvertures dont j'avais parlé, notamment en le faisant jouer dans le jeu électoral contre même la vie de tout le monde et au risque de sa personne. Je veux dire, ce sont des petits signes comme ça, on peut en citer beaucoup, hein, mais qui font qu'on ne peut pas se passer d'un tel personnage. Aujourd'hui, Ouattara arrive au pouvoir et c'est ce qu'on reproche. Il y a certainement un problème électoral et des attaques adverses de part et d'autre. Il y a des morts, c'est clair. C'est pour ça qu'on déplore qu'il y ait un seul cas qui soit seulement en prison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend Laurent Gbagbo, Alain. Il prend Blé Goudé, Alain. Simon Gbagbo va suivre Alain. Mais pourquoi cela? Donc, on conclut que est-ce que ces gens n'ont rien à se reprocher? Dans la politique africaine, Est-ce que Charles Blé Goudé, c'est moi qui fais la question, est-ce que Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo,
Simone Babo et d'autres personnes n'ont rien à se reprocher devant la justice ivoirienne, n'avons même pas la haie. Est-ce que ces gens... Ce n'est pas là qu'il faut juger cela. C'est ça ma question. Est-ce que Laurent Gbagbo aurait mérité d'être jugé par la justice Mais ivoirienne? bien entendu, il peut être jugé en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont Simon Gbagbo est en train de passer devant la justice ivoirienne. Et on va revenir à Ahmed. Ahmed, il paraît que tout ce que vous avez dit ici n'est pas juste, qu'il y aurait des prisonniers politiques. Alors pourquoi vous cachez le fait qu'il y ait des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui appartiennent au FPI et aux autres partis de l'opposition? Déjà, je me réjouis que mon ami Zach Grasso, qui est de la gauche, qui félicite Félix Houphouët-Boigny 20 ans après sa mort, après l'avoir vilipendé de tout le monde, déjà je me réjouis. Au moins, il reconnaît un mérite pour moi à Félix Houphouët-Boigny. C'est pas un dieu. Zach Grasso, il a la parole. Et je suis sûr que 10 ans après, ou bien 5 ans après le deuxième mandat de Ouattara, ils vont le féliciter aussi par tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. C'était une parenthèse. Alors, il revient encore, je suis clair là-dessus, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire sont des prisonniers de droit commun. Pourquoi? Parce que pour parler d'une chose, il faut connaître la chose. Tout à l'heure, l'ami me dit non, j'ignore, par exemple, Lida Kwasi. Pourquoi Lida Kwasi a été arrêté? Peut-être lui-même l'ignore. Lida Kwasi n'a pas été arrêté. Pourquoi déjà il a été extradé? Il y a des preuves qui sont là. Si mon ami ignore, il peut aller faire un tour au ministère de l'Intérieur. Ou sinon, vous êtes là pour le dire. Non, mais évoquez le fait. Il a la parole. Lida Kwasi est un homme politique. Zogo Raphaël est un homme politique. Voilà, mais c'est ça de la différence. Excusez-moi. C'est ce que Ce sont des hommes politiques. C'est ça la Jonas, vous avez posé une question. Jonas, vous avez posé une question, il va s'expliquer. Il veut te dire que tout est là, les preuves sont là. Il veut te dire c'est ça qui est l'erreur. C'est ça qui est l'erreur. C'est pas parce qu'un homme fait de la politique. Quand il est arrêté, on parle de prisonniers politiques. Non, en France, ici, il y a des gens qui font la politique, ils sont arrêtés, mais ce n'est pas pour autant qu'on les traite de prisonniers politiques. Le conseiller de Raffarin avait été arrêté avec une mineure au bois de Boulogne. Et il a été. Ce ne sont pas les mêmes. La comparaison n'est pas c'est un exemple. C'est pas une comparaison, c'est un exemple. On termine avec Ahmed Fof. On termine avec Ahmed Fof. Vous avez la parole. Répondez aux questions. Je réponds. Je suis en train de lui dire que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique et que quand on vous arrête, vous êtes d'office prisonnier politique. Non. Quand on vous arrête, dans le cadre politique, non, mais si on ne s'écoute pas, Lida Kwasi a été arrêté parce qu'il y a eu. Lida Kwasi a été arrêté parce qu'il y a eu des connexions entre lui et puis des gens qui ont été arrêtés sur des terrains des guerres où en fin 2011. En fin 2012, 2013, il y a eu des attaques armées contre les forces républicaines en Côte d'Ivoire. Il y a eu des attaques, il y a eu des morts. Et on a arrêté des personnes qui venaient du Libéria et de la Guinée. Et le Libéria a reconnu. Et la présidente du Libéria a reconnu. On a même fermé les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pendant un certain moment. Puisque les gens venaient de ce pays et du Ghana pour faire des attaques ciblées en Côte d'Ivoire. Et ensuite de cela, il y a un de vos militaires qui a été arrêté. Et Lida Kwasi, il y a eu des connexions entre Lida Kwasi et ces personnes. Très bien, Ahmed Fof. Jonas, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes satisfait de sa réponse. Oui, mais excusez-moi. Mais vous comprenez que. Il prend un exemple je qui a trait à la politique et il me dit que ce n'est pas un prisonnier politique. C'est moi qui fais les questions. Quelqu'un qui est arrêté au Libéria et vu son implication en collaboration avec des forces qui ont tenté. C'est un sûreté. C'est un attaque à la sûreté. Je ne défends pas Ahmed Fof parce qu'il faut jamais payer les honoraires. Non, avant de répondre, il faut recadrer les choses. Oui, ce n'est pas parce qu'on fait de la politique que tout ce qu'on fait tombe dans le. Je vous dis, il prend des exemples qui ont trait à la politique. Vous l'avez compris si vous l'avez écouté. Il prend des exemples qui ont trait à la politique. Tout récemment, il y a 13 prisonniers. Ahmed Fof, il a la parole. Ahmed Fof, Jonas a la parole. Tout récemment, il y a 13 prisonniers politiques qui ont été libérés pour servir de monnaie d'échange à la réconciliation. Puisque le processus s'il vous plaît, renseignez-vous. Renseignez-vous. Les 13 personnes ont été libérées le 25 décembre dernier. Vous êtes au courant de ça? Parce que ces personnes-là, oui, ont été libérées. Mais ces personnes-là veulent servir de monnaie d'échange au processus de recensement qui a été galvaudé, bafoué par le FPI. Vous voyez? Et il y a eu des discussions entre Aoussou Jallo et Afin Guessan. En libérant ces personnes de monnaie d'échange, et le FPI allait participer au processus de recensement
pour qu'on puisse organiser les élections de demain. Vous voyez? Donc si les gens sont vraiment arrêtés, on leur dit les choses d'accusation. Vous me comprenez? Mais ce n'est pas de monnaie de change. Et de façon, c'est pas que nous disons qu'ils sont devenus de façon arbitraire en prison. Et vous niez ici à la fin du monde qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ok, bon, on va passer ce cap-là. Au niveau de la réconciliation nationale, est-ce qu'aujourd'hui, le but de tout un parti, que ce soit le vote, le sien ou celui d'Ahmed Fogg, le but de tout parti, c'est de conquérir le pouvoir, de s'installer et de gérer le pays? Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu dire là, la réconciliation nationale est possible? Parce que c'est une étape, hein, peut-être que ça va prendre un quart de siècle, mais la réconciliation nationale, est-ce qu'elle est possible? Est-ce que votre but, c'est de reprendre le pouvoir au RDR ou au RHDP pour gérer le pays et finalement qu'il n'y ait pas de prisonniers politiques? Zap Krasso. Merci. Très belle question qui fait la transition. Mais vous voyez que ça nous permet de revenir toujours un peu en arrière pour toucher ce problème-là. Pour aller à la réconciliation, il y a un chemin. C'est un chantier. C'est un chantier qui demande qu'on reconnaisse certains faits. Le RDR est aujourd'hui au pouvoir. Il y a des détenus. Bon, je veux concevoir à mon ami, à mon frère Fof, que ce n'est pas comme on le décrit, des prisonniers politiques. Mais il y a des prisonniers quand même. On le reconnaît. Si on le reconnaît, est-ce que le fait de libérer ces prisonniers ne peut pas construire le chemin de la réconciliation? Ça passe donc par la décrispation d'abord. Parce que la réconciliation, elle se construit. Donc ça peut décrisper l'atmosphère. Mais qu'est-ce que nous constatons? Est-ce que ce beau message, vous l'avez présenté à ceux qui détiennent le pouvoir en Côte d'Ivoire? Je vais vous dire honnêtement, je fais partie de ces rares personnes qui a des contacts avec certains amis du pouvoir et avec qui nous parlons. Avec lui, avec d'autres amis que je ne vais pas citer là pour ne pas les déranger. Et c'est le même message. Nous avons à cœur que c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous leur reprochons. Si nous voulons construire une Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens, il faut que le pouvoir mette un peu d'humanisme dans sa façon de se conduire. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple du Houphouët-Boigny. Un célèbre humoriste ivoirien, très ouattariste, Guy de Fer, a dit dans une de ses interventions de sketch très humoristique que Houphouët-Boigny était un chef d'État, un président de la République et un père de la nation. Il a pris le cas de Laurent Gbagbo qui était un président de la République et un père de la nation. Mais il a dit de Ouattara qu'il est un chef d'État et un président de la République. Vous savez comment on schématise cette image? Parce qu'il enlève du côté de Ouattara cet humanisme. Or, l'humanisme est ce qui fonde l'Africain. Il faut que Ouattara, et c'est ce que nous leur demandons, puisse, de son autorité, de son pouvoir, faire un geste qui puisse amener la Côte d'Ivoire à la réconciliation. Un, libérer tous les prisonniers, d'abord politiques. Deuxième, permettre que les exilés dans toute la région, sous-région africaine et partout ailleurs dans le monde puissent rentrer. Troisième fait, dégeler les comptes de ceux-là qu'ils accusent à tort d'avoir commis des atrocités alors qu'il y a eu deux camps. Vous voyez, on peut citer beaucoup de gestes qui pourront amener à la réconciliation. Et nous le disons, et nous sommes d'accord avec ça. Jonas, est-ce qu'on peut aller au-delà de tout ce qu'on vient de dire? Je termine, Jonas, pour attendre les questions, sinon ça ne le fait pas. Est-ce qu'on peut aller au-delà de tout ce qu'on vient de citer là comme point négatif et enclencher la réconciliation nationale qui pourrait peut-être se réaliser finalement dans 10 ans, 20 ans? Et aussi, est-ce que votre position est de récupérer le pouvoir à Ouattara et gérer le pays de sorte que les prisons se vident de prisonniers politiques? Je pense que le processus de réconciliation est possible si la volonté politique et si l'absence d'hypocrisie s'évapore du côté du pouvoir en place. Parce que d'un côté, non.
Je refais ma question. Est-ce que vous, au sein de votre organisation politique, Oui. vous êtes prêts à Nous sommes prêts participer nous sommes prêts à la machine de la réconciliation nationale de sorte à ce que demain, libérer ces prisonniers politiques-là devienne une évidence? Parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage manifeste. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ce blocage-là, de sorte à ce que dans 10 ans, 20 ans, celui qui sera au pouvoir se dit finalement, il faut ouvrir les prisons, il faut libérer les prisonniers politiques? Est-ce que vous êtes prêts à jouer ce jeu? Nous sommes prêts à jouer ce jeu-là. C'est pour ça qu'au sein du NPR, nous avons enclenché cette voie-là où nous entendons faire en sorte que ces prisonniers soient libérés. Et tous les jours que Dieu fait, nous portons la voix de ces personnes-là. Et nous marchons, nous écrivons, nous dénonçons ces crimes-là, nous dénonçons ces arrestations arbitraires-là. Nous le faisons tous les jours. Et si le pouvoir en place est censé doit mettre en place une loi d'amnistie, vous me comprenez, pour libérer ces prisonniers politiques-là. Et quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Chacun s'assoit, on libère les personnes, elles viennent s'exprimer pour dire ce qui ne va pas. Et cela, le président Gbagbo l'avait fait lorsqu'il a été élu. Mais ce n'est pas ce qui a été suivi. En effet, c'est sur le coup d'État, les tentatives de coup d'État qui ont été enclenchées par la suite. J'ai dit qu'on doit permettre aussi que les réfugiés, les déplacés même, internes, retrouvent les terres. Ceux qui ont été spoliés, ceux dont les besoins sont occupés aujourd'hui. Mais ces personnes-là, les citoyens lambda, qui sont méconnus du grand public, qui sont méconnus de tout le monde, mais ceux-là puissent revenir chez eux. Nous parlons des prisonniers politiques, mais il y a des citoyens aussi qui ont perdu leur bien, qui ont été déplacés. Et les terrains sont occupés, les terres sont occupées. On doit parler de ces personnes-là aussi. Vous voyez? Et parler aussi de tous les exilés. Donc je pense que c'est pour cela que je termine mon propos. On doit mettre en place une loi d'amnistie, s'il le veut bien, si le pouvoir le veut bien, pour que la démocratie s'exprime et que les gens soient libres de s'exprimer. Comme Gbagbo l'avait fait. Vous me comprenez? Ahmed Fof, est-ce qu'on n'est pas dans un film bizarre que je pourrais même pas, auquel je ne pourrais pas donner de genre? Parce que d'un côté, on a une Côte d'Ivoire où des gens à Ouattara, le bâtisseur, il a fait un pont, le pont, tout le monde le prend en photo, on fait des selfies. Et de l'autre côté, des gens qui disent oui, Gbagbo Laurent pendant 10 ans c'était l'inertie, il a tué des gens, Charles Blé Goudé. Qui a raison? Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de, vous, politique, vous n'êtes pas en train de prendre le peuple en otage parce que vous divisez le pays en pro-Ouattara et en pro-Gbagbo, sachant que des gens ne peuvent pas manger 2 fois du manioc par jour? Je suis tout à fait d'accord avec vous, le mot que vous avez utilisé, prendre le peuple en otage. Et c'est ce que certaines personnes font en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je félicite d'abord mon ami Zach Crasso, parce que je sais ce qu'il fait. Ça fait 2 fois que vous l'avez félicité. Moi, je le félicite parce que vous allez finalement rejoindre son organisation politique. Non, je sais ce qu'il fait de façon souterraine pour la disparition de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il faut le féliciter. On ne va pas le dire sur le plateau, mais on sait ce qu'il fait aussi. Mais des gens, par exemple, restent au Ghana, ils appellent leurs parents à Abidjan, n'acceptent pas la réconciliation, et pendant ce temps, eux-mêmes, ils mangent avec les mêmes personnes. Mais c'est grave, parce qu'il ne faut pas prendre le peuple en otage, comme vous l'avez dit. Tout à l'heure, on a mis pas de loi d'amnistie, mais on ne fait aucune loi d'amnistie en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Denis Robert, quand il a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, à la suite du coup d'État, il était venu balayer la maison, et laisser avec les aux ordures. Denis Robert a fait une loi d'amnistie, ça nous a mené où? Élection de Laurent Gbagbo, 2 ans après, rébellion. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, organise un semblant de forum de réconciliation nationale. Pourquoi il y a un semblant de réconciliation nationale? Puisque quand on lui a remis les résolutions de la réconciliation nationale, Laurent Gbagbo a dit que les résolutions de la réconciliation nationale n'est pas une assemblée nationale bis. Et que les résolutions de lui n'est pas imposable. Il n'a pas appliqué. Mais qui c'est qui avait nommé la commission pour... C'est Laurent Gbagbo lui-même. C'est Laurent Gbagbo qui avait nommé Cyril Diarra et tous les autres les membres de la commission de la réconciliation nationale. Mais quand on lui a remis les résolutions, il n'a pas appliqué. Quelques mois après, il y a eu la rébellion. Donc, la loi d'amnistie ne mesure rien. C'est vrai qu'il y a réconciliation, mais il faut d'abord la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pouvoir Ouattara fait justement pour apaiser les cœurs, pour installer la réconciliation en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est ce que la réconciliation, ce n'est pas avec un bois de coup de magie que Ouattara va taper puis la réconciliation. Non, il y a des faits qui sont faits, qui sont établis. D'abord, quand Ouattara arrive au pouvoir, il a mis une commission de réconciliation en place. Mais, comme Gbagbo finalement? Non, mais pas un forum où on vient dans une salle, on parle. On a mis un comité qui devait parler avec les personnes. Mais le FPI refuse de parler. Ils disent on ne veut pas parler. Ils restent dans leur coin, ils ne veulent pas parler. Mais ils oublient que la réconciliation,
c'est pas un fait de Ouattara. La réconciliation, c'est un fait de la Côte d'Ivoire. Mais ces personnes oublient, ils viennent, ils nous disent non, il faut des États généraux. Mais on va faire des États généraux, pourquoi? Pour encore apprendre la langue de contribuer à aller s'asseoir dans une salle, venir parler. Non, aux États-Unis, on va parler de quoi? Récolter les voix, on ne récoltera pas de voix. Dis quoi? Ouattara, il est burkinabé, il n'est pas burkinabé, Ouattara, il est ivoirien, il est président de la République. Il faut sortir de l'émotion. On ne fera pas d'états généraux. Les états généraux deviennent au forum de la réconciliation nationale. Ouattara a mis un comité de réconciliation en place. Est-ce que ça marche? Les résolutions sont remises à Ouattara, on attend que les résolutions soient appliquées. Zach Passo, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, politiques, de prendre en otage finalement le peuple ivoirien? Parce que quand Gbagbo est au pouvoir, il y a une partie qui souffre, on va dire il a bédéisé le pouvoir. Quand Ouattara vient au pouvoir, il y a un changement, il y a une partie qui rigole, l'autre qui souffre, il a gulatisé le pouvoir. Quand Guy Robert était au pouvoir, il avait guérisé le pouvoir. Quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, je ne sais pas s'il avait baoulettisé le pouvoir, mais en tout cas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le peuple est pris en otage, que tout le monde ne mange pas la kéké 3 fois par jour? Oui, ça c'est clair. Votre préoccupation est celle que nous partageons tous. Et je le dis toujours, nous parlons de la même Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, quand on va sortir de là, quand on va à Bamako, c'est Mali. Mais quand tu vas à Bouaké, Bouaké, à Zopé ou à Abidjan, c'est Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux dire. Autant pour Ahmed Fof, autant pour moi, que pour les autres. Donc il faut qu'on soit concret. Le frère Ahmed a parlé de passion, le camarade Zadi Baou a parlé d'hypocrisie, et c'est ce que vous traduisez là à l'instant. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, quand on est au pouvoir, on a le pouvoir de décision. Vous êtes en train de poser des questions concrètes. Nous avons répondu. Nous, on dit, oui, on veut la réconciliation. Mais la décrispation, d'abord, nous avons posé nous avons donné certaines pistes. Le camarade, le frère, a été incapable de répondre clairement. Nous avons compris. Mais qu'est-ce que... Oui, mais à travers ces réponses, c'est un peu cette arrogance que nous déplorons. Parce que moi, je leur dis honnêtement, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous pouvez être arrogant. Et Gbagbo Laurent, je ne dis pas qu'il était aussi ancien, comme vous l'avez dit. Mais on ne peut pas comparer ce qu'il a fait pour que la Côte d'Ivoire soit pendant 10 ans à l'abri de ce que nous avons connu jusqu'au 11 avril. Il a été attaqué 2002, il ne faut pas qu'on l'oublie. La rébellion dont vous parlez en parlant de Leader Passif, ça a commencé en 2002. À partir du moment de cette attaque, la Côte d'Ivoire a été instable. Il a tout fait pour négocier avec cette rébellion dont vous savez les auteurs, notamment Sorodium qui a été envoyé par Ouattara. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les prend dans son gouvernement. C'est-à-dire, depuis l'élection de Laurent Gbagbo, son gouvernement a été dominé par des gens extérieurs au nom de la paix. Après, qu'est-ce qu'il fait? Chemin faisant, après avoir posé certains actes, notamment avant d'arriver à permettre Ouattara, avec l'article 48, comme je vous le disais, qui permet à Ouattara d'être candidat, mais en passant au-dessus du peuple, sans référendum ni vote parlementaire, il est allé à Ouagadougou pour appeler Sorodium et la rébellion à ce que ces gens-là reviennent à la table de négociation et deviennent les grands dirigeants administratifs de la Côte d'Ivoire. Cependant que la Côte d'Ivoire était coupée en deux. C'est pour ça que quand on fait le bilan des 10 ans de Laurent Gbagbo, j'ai dit aussi que c'est de la mauvaise foi. Parce que ce pouvoir-là a été co-géré du premier jusqu'à la 10e année. Pourquoi? Parce que tous les ministres y étaient. Deuxièmement, il avait une partie de la Côte d'Ivoire. Troisièmement, il a essayé de détourner de sa personne pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pour revenir à un point que vous avez soulevé, que j'ai déjà soulevé avec d'autres personnes ici, en fait, le fait de revenir, parce que j'ose espérer que nous tous ici, nous sommes inscrits dans une idéologie panafricaniste.
Vous voyez ce que je veux dire Ah, ici, nous on le par voit contre, je tout suis le très monde. bon africain. Et donc de revenir encore sur une problème de nationalité burkinabé de Alassane Ouattara, est-ce qu'une fois de plus, c'est pas retarder la réconciliation nationale, c'est pas retarder l'émergence de la Ah politique? là, moi je vous arrête tout de suite. Jamais, et vous ne pouvez pas Parce que donner là, des vous gens. êtes en train de me citer, vous êtes en train de me citer des points positifs de Gbagbo Laurent en me mettant dans la balance le fait qu'il ait pris l'article 48 de la Constitution pour permettre à Alassane Ouattara. Mais c'est fait. À côté de ça, vous me citez Félix Houphouët-Boigny, qui est le premier président de la Côte d'Ivoire, qui est quand même le fondateur du PDCI, RDA, Rassemblement démocratique africain. Est-ce qu'on ne devrait pas aller au-delà de tout ça? Parce que finalement la Côte d'Ivoire en est là, Alassane Ouattara aussi en est coupable, parce que ça a été le premier à avoir mis quelque part les prémices de l'ivoirité en mettant la carte de séjour en place. Et comment il s'appelle, Henri Konan Bédié, il s'est mis dans les brèches, il a avancé. Exactement. Aujourd'hui, Gbagbo récolte. C'est ce que j'ai dit dans ma première question. Vous êtes en train de prendre le peuple en otage, puisque toutes ces histoires de nationalité, d'ivoirité ne permettent pas à l'Ivoirien de manger son attiéké tranquillement. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Sans passion, c'est ce que je vous disais, qu'après avoir énuméré tous ces gestes de Laurent Gbagbo, c'est justement pour ne pas prendre le peuple en otage qu'il a fait. Au contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Non, il faut que nos camarades, nos frères du RDA arrivent au moins à reconnaître aussi que... Parce que depuis que nous parlons, la faute est aux autres, mais pas à nous. Voilà. Vous voyez, il y a le peuple au milieu. Alors que nous reconnaissons certaines choses, ils attaquent avec la rébellion, avec le prétexte de l'ivoirité, comme vous le dites. L'ivoirité, c'était quoi? Moi, je suis de la région des Gagnois. Il le sait très bien. Je vais même lui demander, il est du Ladou. Il va me dire Divo ou Gagnon. C'est-à-dire, en fait, c'est ça que nous avons vécu. Voilà, c'est ce que nous avons vécu. C'est-à-dire, il n'y avait pas cette planification du pays. Si, un peu quand même. Non, vous ne l'avez pas vécu. Moi, je suis des Gagnois. Moi, je l'ai vécu. Oui. Après, on n'est pas là pour parler de moi, mais si vous voulez, je vous inviterai personnellement, je vais vous parler de... Non, moi, je vais vous dire que Houphouët-Boigny a géré son pouvoir avec les gens du Nord, que nous appelons de façon générique des Dioula. Voilà. Moi-même, mon nom c'est Zapo. C'est Zapo. Et celui dont je porte le nom, comme dans notre coutume, s'appelait Zapo Ali Touré. On disait chez nous Zapo Ali. Quand il venait chez mon papa avec son Drekeba, quand il venait avec son Drekeba, je disais, papa, mais ton Dioula là, il est venu. Parce que pour nous, c'était ça. Mais c'était sans animosité. Mais... Dites-nous à quel moment le Dioula a été exclu pour que l'ivoirité soit le socle, le précepte, moi, la doctrine moi, je suis dans la réconciliation. Pour que la Côte d'Ivoire soit un gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Guéhi Robert, Laurent Gbagbo ont pris le peuple ivoirien en otage dans un processus qui a commencé sous Houphouët-Boigny, où Ouattara a instauré la carte de séjour qui a divisé les Ivoiriens, des Ivoiriens qui viennent d'arriver, des Ivoiriens qui étaient là il y a très longtemps. Guéhi Robert est venu, il a mis une couche. Bédié est arrivé, il en a fait tout un projet politique. Guéhi Robert a mis une couche. Gbagbo Laurent s'en est servi. Il n'y avait pas Ivoirien de souche ou de quoi que ce soit. Les Dioula ont été toujours politiquement. Moi, je ne parle pas des Dioula. Je parle des Ivoiriens, je ne parle pas des Dioula. Où ils sont pas. Jonas, est-ce que vous êtes d'accord avec le principe que Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Guéhi Robert, Gbagbo Laurent ont pris le peuple ivoirien en otage en utilisant ces principes d'Ivoiriens, de pas Ivoiriens, de demi-Ivoiriens? Il n'y en a pas. Bon, moi, je vais revenir. Non, on ne va pas revenir à l'émission, il faut que ça avance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Nous avançons, mais il y a des choses. Je suis Répondez à ma question d'abord. Répondez à ma question d'abord. Moi, je pense que non. Puisque le concepteur de l'ivoirité, qui est Henri Konan Bédié, et Ouattara, qui est la victime supposée de l'ivoirité, ils sont ensemble. Vous me comprenez? Et comme vous l'avez si bien souligné, Ouattara a introduit la carte de séjour pour distinguer les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Non, il y a même des Ivoiriens, qui en ont pâti. Je réponds à votre question. Pour distinguer les Ivoiriens des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, en disant que les gens vont payer la carte de séjour, le prix va évoluer
en fonction de la distance avec la Côte d'Ivoire, les étrangers profitent de nos routes, de nos écoles, il faudrait qu'ils payent la carte de séjour et que cela participe au développement de la Côte d'Ivoire en payant la carte de séjour. Et c'est Carte de séjour que Gbagbo va supprimer après. Vous me comprenez? Donc, le concepteur de l'ivoirité, Bédié et Ouattara font partie de la même structure politique. Le PDCI, le PDCI, RDR. Non, et aujourd'hui, cette lecture des choses, Jonas, excusez-moi. Non, vous pouvez la faire à d'autres. On sait très bien que l'ivoirité a été faite sur mesure par rapport à Alassane Ouattara. Vous pouvez pas le dire. Je réponds à votre Les question. réalités de 2010 ne sont pas les réalités de 2014. Le jeu politique a changé. Mais quand vous expliquez les choses, expliquez bien parce que les gens peuvent. Permettez-moi de répondre à votre question. Permettez-moi de répondre à votre question. Parce que vous ne pouvez pas poser la question et répondre en même temps. Oui, mais quand vous répondez à côté, il faut le dire aussi. Mais je dis que, permettez-moi de répondre à votre question. Allez-y. Voilà. Donc je dis que Ouattara aussi a fait en sorte que les étrangers qui n'étaient pas considérés comme des étrangers en Côte d'Ivoire, tout de suite ont commencé à être stigmatisés. Et les faits policiers, les arrestations arbitraires des policiers, les rafles, tout ça, ont commencé par ce fait de Ouattara. Et ça, vous pouvez le nier. Moi, je dis, permettez-moi de répondre à cette question. Permettez-moi de répondre à cette question. Parce que j'ai l'impression que vous participez aussi au débat en même temps que nous, au lieu de poser des questions. Non, en fait, j'essaie de regarder les choses quand les choses sont dites. Et je reviens au propos. Parce que cette histoire, on la connaît tous, mais quand vous je reviens au bien les propos. choses, Je réponds au propos de ici notre contradicteur, c'est à ce propos qui dit que il n'y a pas de loi d'amnistie qui vaille. Il n'y a pas de loi d'amnistie qu'on puisse voter pour libérer les gens pour aller vers le processus de réconciliation. Moi, je dis que, d'abord, pour moi, il faut libérer, il faut permettre à ce que les gens qui sont en exil puissent revenir. Instaurer un climat de sécurité. Vous voyez, de paix, de sécurité. Donc, être décrispé. Décrispé, surtout. Et surtout, je dis une chose, c'est Ouattara met aujourd'hui en place ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. Pour dire que les gens du Nord, ce qui n'a même pas été le cas, ont été lésés sous le régime précédent, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ceux qui sont dits Dioula profitent de toutes les structures. L'utilisation du pouvoir Ouattara. Aujourd'hui, complètement. Je dis, c'est pas ça, il peut le nier. Il peut le nier. Et sous Gbagbo, on peut le dire de tous les noms, mais il y a des choses qu'on ne peut pas le nier. Vous me comprenez quoi? Vous contestez cela. Gbagbo a fait en sorte que, pendant sa gestion du pouvoir, le seul au niveau du pouvoir d'État était Gbagbo Laurent. Toutes les autres structures, vous avez le président de l'Assemblée nationale, il appartenait au Nord. Tous les gens du Nord occupaient tous les hauts postes. Tous les hauts postes, il peut le nier. Il peut le nier, que ce soit Fologo, Madou Koulibaly, à tous les niveaux. Vous me comprenez? Mais je pense qu'en Afrique du Sud, mais après le régime d'apartheid, qui a duré pendant des décennies, si aujourd'hui ils ont pu créer une nation arc-en-ciel, ce n'est pas nous qui sommes noirs qui vont le faire en Côte d'Ivoire et nous sommes ivoiriens. En tout cas, c'est cela que ces passions-là qui nous parlent. En tout cas, ces lectures-là, elles sont. Il faut qu'ils la dépassent. Ces lectures-là que vous avez, de la vie politique en Côte d'Ivoire, en tout cas, dénotent de quelque chose de très malsain. Voir les représentants politiques en Dioula, en BT, en Baoulé, on en est encore là. Ah, c'est vous qui 2014. avez posé la question. Oui, je pose la question pour voir vos réactions. Non. Mais je vois que c'est ancré. Ahmed Fof, je vous repose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara et tous ses prédécesseurs ne sont pas inscrits dans un processus de prise en otage des Ivoiriens à travers ces histoires d'ethnie, de régionalisation? Avant de répondre à ta question, je vais rappeler certains faits Très vite. à l'ami qui est là. Parce qu'il a parlé tellement de choses que je ne voulais pas aller dans son sens parce que nous en Côte d'Ivoire, on parle aujourd'hui de développement. On ne veut plus aller parler de l'émotion, des faits qui sont en arrière. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le développement. Et de sorte que lui-même, s'il arrive en Côte Vous d'Ivoire. répétez les mêmes mots. Écoute-moi. L'émotion à chaque fois. Le fait d'intelligence aussi, c'est d'écouter l'autre. Quand vous parlez, parlez, vous apprenez les mêmes mots. Non, quand vous mauvais élèves quand même. Vous voyez, c'est ça aussi qui met la Côte d'Ivoire en retard. On a fait à des nouveaux historiens en Côte d'Ivoire qui ont eu le pouvoir pendant 10 ans et qui ont voulu réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire à leur façon. On nous parle des faits et nous ramène en arrière, pas de la carte de séjour. S'il veut qu'on nous rappelle l'historique de la carte de séjour, je vais le rappeler. Ça va prendre l'émission. En quoi la carte de séjour est une politique d'exclusion en Côte d'Ivoire? Tout le monde sait l'ivoirité a été instaurée par qui et enfoncée, renflouée et puis enrichie par qui après en 2010 par Laurent Gbagbo. Vous avez permis de vous présenter. Jonas, on ne va pas revenir sur ce qui vous a permis de vous présenter ma question. avec l'article 48, qui vous a permis de vous présenter. Alors, de l'article 48.
Mais Jonas, vous faites une émission à côté ou vous participez à la même Et émission? vous permettez de vous présenter pratique Parce qu'on vous a pas Vous posé voyez, de vous voyez, c'est ça qui est mauvais encore. Vous êtes de mauvaise foi. Des personnes ont eu la parole, ils ont parlé, on les a Allez-y, laissé parler. répondez. C'est-à-dire que c'est ça aussi, Vous êtes de mauvaise foi. c'est ça le respect. C'est-à-dire que quand on se dit intellectuel, Mais vous ne laissez même pas l'âme de ceux qui sont morts. Jonas, il faut laisser l'autre Jonas, parler. est-ce que vous pouvez le Il laisser faut laisser l'autre parler, mais il ne laisse pas parler, il veut qu'on évolue. On ne peut pas évoluer. C'est ça qui fait la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors je reviens à son article 48. Le monsieur, quand il parle de l'ignorance, François a dit tout de suite que c'est père. Non, c'est pas arrogant. Mais c'est le seul mot que je trouve. L'ignorance, c'est le même mot en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes ignorantes qui disent des choses qu'ils ne savent pas. La plupart de l'article 48. L'article 48 là, quand il dit Laurent Gbagbo, l'article 48 c'est pas Laurent Gbagbo. L'article 48 c'est la Constitution. C'est pas Laurent Gbagbo d'abord. Mais Jonas, Tu peux me laisser parler ou pas? Mais si je parle. Jonas. Donc Laurent Gbagbo, l'article 48, d'abord c'est pas Laurent Gbagbo, c'est la Constitution. Du 2, c'est pas Laurent Gbagbo qui permet à Alassane Ouattara d'être candidat. C'est les accords de Pretoria. Est-ce qu'il le sait? Sur les accords de Pretoria. Sur les accords de Les accords de Pretoria, Jonas. Dis-moi, qu'est-ce que les accords Jonas, de vous êtes la Pretoria disent? personne la plus têtue que j'ai eu à Les accords de Pretoria, Pretoria. qu'est-ce que les accords de Pretoria disent? Mais c'est ça, les accords de Pretoria ont été clairs. Alors quand on fait des accords, quand on va signer des accords, il y a des concessions de part et d'autre. Et là, c'est à la suite des accords de Pretoria que Alassane Ouattara est candidat. Et pourquoi? Par leur propre faute. Puisque qui a enrichi l'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo disait avant 2000, si Alassane Ouattara n'est pas candidat dans ce pays, il n'y aura pas d'élection. On a le résultat boycott actif. 2000, quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tant que je suis président, ce monsieur ne sera rien dans ce pays. On gagne ou on gagne, j'y reste. Ça dit quoi? Non, ça c'est le propos de Donc on est d'accord, il y a une prise en otage, du peuple ivoirien par les politiques. On va aller vers la fin de l'émission. On va partir vers la fin de l'émission. Est-ce que le nouveau pont à Abidjan inauguré par la Ouattara, si vous allez, il va pas le reconnaître. est-ce que vous allez conduire votre 4x4 dessus? Son propos d'abord est construit sur De toute façon, tout le monde s'est exprimé sur le thème. Jonas, est-ce que vous allez conduire votre 4x4 sur le pont à Abidjan? Excusez-moi, vous allez parler des Ivoiriens qui ne mangent pas la ticket 3 fois par jour. Et pour moi, le nouveau pont, c'est un phénomène. Est-ce que vous allez conduire votre 4x4 sur le nouveau pont? Vous comprenez? L'article 48, là, c'est une prérogative du président de la République. Vous vous êtes déjà exprimé dessus. Vous avez déjà dit. Jonas, on va passer à la est-ce que le nouveau pont, vous allez conduire dessus? On ne peut pas laisser les choses qui sont là. Vous allez promener vos enfants sur le nouveau pont comme étant une architecture qui rend les Ivoiriens fiers. Merci, cher monsieur. Je suis un panafricaniste. Et j'ai des préceptes et des principes. En tant qu'Africain, je pense que nous avons des besoins. Et je le dis toujours. Ouattara peut construire, comme n'importe quel Africain, président africain, des tours, des maladans, des ponts. J'ai dit que c'est du vent. L'Afrique n'a pas besoin de ponts à l'instant. Parce que ce pont ou ces ponts qui se construisent. C'est grave. Non, je vais l'expliquer. Ces ponts qui se construisent à Abidjan ne sont pas des priorités à l'heure actuelle. C'est ce que je veux dire. Les ponts ne peuvent qu'arriver après. Pourquoi? Aujourd'hui, vous l'avez dit. Vous posez des questions, mais vous dites des bonnes choses. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est rare. Hein? Vous avez dit, oui, non, c'est à votre avantage, que à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim. Ils n'arrivent pas à manger 3 fois, mais peut-être 1 fois. Alors, l'émergence que je voudrais bien de Ouattara, et je me lèverai pour l'applaudir, c'est de permettre que la politique agricole puisse, après 3 ans aujourd'hui, nous faire voir certains résultats où aujourd'hui on ne peut pas importer du riz et que les Ivoiriens mangent à la fin. Deuxièmement, qu'ils soient à même de se soigner et qu'ils ne meurent pas comme des petits lapins aujourd'hui. Aujourd'hui, l'AVC est devenue la première maladie en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le stress, l'hantise mêlée, les malheurs de partout.
il n'y a pas, c'est parce qu'il est au pouvoir. Si c'est le président, j'aurais dit la même chose. Troisième chose, j'ai dit que le pont, aujourd'hui, dont vous parlez et que tout le monde applaudit, c'est à qui? D'abord, il est à péage. Et il est relié d'un quartier à un quartier UP. Donc, ça ne sert qu'à une certaine élite. Mais vous pensez que le monsieur Guéhi de Yopougon, ce pont-là l'intéresse, il ne va même pas passer dessus, mais il crève de faire. Vous pensez que monsieur Kamagaté d'Abobo, ce pont-là l'intéresse? C'est pour ça que moi, je suis un peu perplexe. Très bien. On va revenir à Jonas qui s'est apaisé. C'est moi qui fais les questions. C'est moi qui fais les questions. C'est moi qui fais les questions. Jonas, soyez un peu poli, respectez les présidents. Jonas, vous êtes apaisé maintenant. Alors ce pont, est-ce que ça vous rend fier ce pont? Ce pont ne me rend pas fier. Où les droits de l'homme sont bafoués, où l'Ivoirien ne mange pas sa faim, n'arrive pas à se soigner. Et ce pont-là, c'est pas Ouattara qui l'a construit. C'est un processus qui est enclenché depuis Béti. C'est pas Ouattara qui l'a construit. L'État, c'est une continuité. Donc voilà, c'est pas Ouattara qui l'a construit. Vous me comprenez? Voilà, il faut que les gens puissent se soigner, puissent s'instruire, puissent se nourrir. Et on nous parle du respect des droits de l'homme. Le RDR, c'est le rassemblement des républicains et démocrates supposés. Donc il faudrait qu'ils arrivent un instant à respecter les droits de l'homme qui sont bafoués en Côte d'Ivoire. Très bien. Ahmed Fof. Une parenthèse. Je n'ai pas fait de question. Je n'ai pas encore fait de question. Voilà. Vos deux contradicteurs trouvent que ce pont c'est une arnaque. Il y en a un qui dit que ça rentre dans le processus de continuité de l'État. Il y en a un autre qui dit que ce n'est pas une priorité, sachant que vous, la première fois que je vous ai invité, votre mot d'ordre était nous avons des priorités, nous avons des exigences. Alors, ce point, il ne peut pas attendre. Déjà, Ouattara était donc il faut féliciter. Les gens oublient que l'État c'est une continuité. Il dit que c'est Bété qui a fait le coup. Si Bété a posé les bases et que Ouattara est venu en 2014, en temps il y a eu Babou qui est passé en 10 ans, il n'a rien fait, il faut féliciter Ouattara. Ça c'était une parenthèse. Je reviens à Zap Rasso quand il dit que le pont c'est un quartier UP et un autre quartier et que le monsieur de Yopougon, le pont ne va pas le servir. Mais c'est de la mauvaise foi. Quelqu'un qui est à Yopougon, c'est même pas avantageux pour lui qui quitte à Yopougon pour venir passer par le pont, le troisième pont. Pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, je vais les expliquer. Puisque quand ils parlent comme ça, les gens qui sont en France ne connaissent pas Abidjan, ils sont perdus. Mais à Yopougon, quand tu quittes Yopougon, tu arrives à Djamé. À Djamé, tu as le plateau, mais tu as le pont au Fauboigny. Mais tu ne vas pas laisser le pont au Fauboigny, le pont de Gaulle, pour aller encore passer par le troisième pont. Que tu payes. Et quand tu quittes à Bobo, tu as le plateau, tu as le pont de Gaulle, tu n'as pas encore fait le grand tour. Alors c'est de la mauvaise foi. Le troisième pont a été fait pourquoi? Pour désengorger les deux autres ponts, qui sont vieillissants. Pour les désengorger. Très bien. Alors quand tu quittes Rivera, Cocody, Bergerville, c'est même pas seulement le quartier UP, puisqu'il y a Bergerville derrière. Dans les autres quartiers derrière, c'est le fou à Bergerville. Voilà, qui par tous ces hommes-là, ils prennent le troisième pont, alors c'est plus rapide. À pied. Très bien. À pied, à vélo. On va arriver à la conclusion. Il y a des points que vous apprêtez. On va arriver à la conclusion de l'émission. Ahmed Fof, qu'est-ce que vous trouvez de positif? J'ai pu comprendre que ce pont était un pont. Donc, on ne m'a pas dit que c'est un pont piéton. Et comme ce sont les voitures qui passent là-dessus. Ahmed Fof, je reprends ma question de la semaine dernière. Finalement, qu'est-ce que vous trouvez de positif dans les gens qui suivent l'idéologie de Gbagbo Laurent? Ou Gbagbo Laurent, ou sa gestion, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif dans les 10 ans de Gbagbo? Non, moi, c'est que j'ai trouvé. Non, mais très rapidement, on ne va pas réfléchir, vous savez très bien. Non, c'est une seule chose que moi, je demande aux gens qui suivent. Non, qu'est-ce que vous trouvez de bien chez eux? Non, c'est que d'abord, il y a le reproche avant de dire. Non. Il faut qu'ils on va terminer l'émission. Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez les gens qui suivent l'idéologie de Gbagbo Laurent? Mais moi, comme la semaine dernière, je répète encore. C'est pas parce donc qu'on est rien. historien. Non, c'est pas parce qu'on est historien qu'on veut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la chose positive. Jonas, qu'est-ce que vous trouvez de bien dans la gestion Ouattara? C'est forcément quelque chose de très beau que vous aurez aimé copier. Moi, ce que j'aimerais copier chez eux, mais que je ne le ferai jamais par humanisme, parce que je ne suis pas hypocrite et je ne suis pas de mauvaise foi. On a dit quelque chose de bien. Oui, justement. Et donc, tuer des gens où l'économie prend le pas sur l'homme. Très bien. Ça, c'est quelque chose de bien. Zap ce n'est pas juste. Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez Ouattara que vous aimeriez ramener chez vous? Franchement, ce que je trouve de bien de Ouattara, il avait dit pendant la campagne électorale qu'il avait incarné l'adresse. Je pense que sincèrement,
il a un carnet d'adresse. Vous avez suivi l'émission de l'autre fois, vous? Je vous suis. Il a vraiment un carnet d'adresse au point que tout ce qu'il fait comme négatif devient positif dans le monde entier. Merci à tous nos spectateurs. Merci à tous nos spectateurs, ceux de Côte d'Ivoire, de partout en Afrique et dans le monde, de nous suivre. Aujourd'hui, c'est un spécial Côte d'Ivoire et vous voyez comment ça s'est passé. Il y a de la passion, mais bon, ça s'est très bien déroulé. Et donc, je remercie nos trois invités, donc Jonas, Ahmed Fof, Zap Crasso, que nous aurons l'occasion de revoir plus d'une fois ici, chaque fois qu'il serait question de la Côte d'Ivoire. Nous remercions aussi les spectateurs de RP Media, les spectateurs de Def News, de l'ami Nour Balagré qui nous permet d'avoir les invités illustres qui viennent nous parler de la Côte d'Ivoire du show.